Et puis Viva Italia aussi, avec tous ses invités autour de nous. Donc Laura Zavan, Zavan, on dit comme ça Zavan. Voilà, qui est auteur de plusieurs livres, mais notamment celui qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, c'est Venise, les recettes cultes, donc aux éditions Hachette. Mais Laura nous dira aussi tous les livres qu'elle a écrits avant. Ensuite, Luana Belmondo. Faut-il présenter Luana Belmondo? Si, on la présente, oui. Donc Luana Belmondo, auteur de 2 ouvrages. Luana Belmondo, Je viens chez vous, donc aux éditions du Cherche Midi. Je viens cuisiner chez vous. Et ensuite, à la table avec Luana, toujours aux éditions du Cherche Midi. Ensuite, Daniele Persegani. Brava. Non, parce que hier soir, je l'appelais Daniel Perse. Enfin, avec l'accent qui n'était pas au bon endroit. Donc, Daniel est chef. Il est aussi animateur en tant que chef d'une émission de télé, de cuisine sur Alice TV en Italie. Voilà. Et Daniel a une osteria avec sa sœur Nicoletta. Voilà, c'était une osteria qui appartenait donc à la grand-mère. Voilà. Il y aura beaucoup d'histoires de grand-mère dans ce Viva Italia. Et donc, voilà pour Daniel. Et enfin, Michel Troisgros. Michel Troisgros de la célèbre et grande Maison Troisgros. Et Michel Troisgros, pour l'Italie, c'est aussi à travers... C'est Luana qui passe les micros. Notamment à travers son livre Michel Troisgros et l'Italie. Et Michel va nous raconter pourquoi Michel Troisgros et l'Italie. Et aussi ce deuxième ouvrage, aux éditions Glénat, pardon. Et aussi ce deuxième ouvrage, La colline du Colombier, donc qui est le 3e lieu, on va dire, Michel, que vous avez ouvert. On se dit vous, on se dit tu. Tu, hein. Et donc la colline du Colombier, qui est un lieu, on va en parler tout à l'heure, qui est un lieu qui est dans la campagne, près de Roanne, et qui propose une cuisine qui s'inscrit aussi sur ce territoire. Alors, pour ouvrir cette rencontre, Daniel, e se non capisci, me lo dici. Donc, pour ouvrir cette rencontre, moi, Ah bah oui, tu traduis, Luana. J'aimerais vous proposer un postulat. J'aimerais proposer un postulat à mes invités, à savoir, c'est de dire que la cuisine italienne n'existe pas, mais que ce qui existe, c'est la cuisine des Italies. Et si je pose ce postulat, c'est notamment par rapport à ce qu'est l'Italie. Et donc moi, je l'imagine sur 3 plans. C'est la cuisine des Italies, parce que déjà, de par sa géographie, l'Italie, à travers ses montagnes, à travers sa mer, à travers les lagunes, à travers les marais, elle propose d'innombrables produits. C'est deuxièmement l'Italie, enfin les cuisines des Italies par rapport à l'histoire de l'Italie, puisque l'Italie a été un pays pendant très longtemps qui a été fait de régions, il n'était pas un pays unitaire. Donc ça a forgé cette cuisine de région, cette cuisine de territoire avec des pratiques et avec des savoir-faire. Et puis un 3e plan qui est celui de sa culture, les Italiens qui parlent à côté, sa culture culinaire et voir sa... C'est Luana. Et donc ce 3e point qui est sa culture, qui a toujours été une cuisine de tradition et qui est une cuisine héritière, c'est-à-dire que c'est une cuisine de transmission. Donc Laura, à partir de ce postulat, et peut-être qu'il est faux, hein, je ne sais pas, mais moi je l'entends bien comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Ah ben oui, l'Italie est faite vraiment des cuisines, des spécificités régionales, mais pas seulement régionales, de ville en ville, de 30 km à 30 km, il y a des spécialités. Et c'est ça la force de l'Italie, cette différence. Mais ça, c'est depuis les livres. Moi, j'ai adoré étudier un livre de Scappi, Bartolomeo Scappi, l'opéra 1570.
Et il nous montre 1000 recettes. Dans 1000 recettes, il parle d'une Italie du nord au sud. Il parle des spécialités italiennes différentes. Chaque région, chaque ville, oh, j'ai mangé ça là. Et donc c'est déjà à l'époque, il y a cette force de trouver des produits. Chaque région a des produits, chaque ville a un produit particulier. Et ça, on le revoit après Artusi, quand il a fait son fameux bouquin. C'était 1800, vers la fin de 1800. Et là aussi, on a toutes les spécialités, 89, merci, toutes les spécialités de l'Italie. Et c'est l'importance de ces livres, c'est qu'il a été nourri par des recettes que les lecteurs lui envoyaient. Et donc, c'est comme ça que ça s'est construit, une Italie, voilà ce qu'on peut dire, la cuisine italienne. Mais c'est une cuisine qui est faite par ces différences. Donc, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, à partir d'un seul produit, enfin d'un produit, on peut dire on va pas dire les pâtes, parce que bon, mais par exemple le riz, il risotto, on peut le trouver dans toute l'Italie, mais chaque région a sa recette particulière. Non, alors les risottos, en effet, les riz, il est cultivé surtout dans les plaines du Pô. Donc, elle prend toutes les régions du nord, du Piémont, et il arrive il suit les fleuves, donc les rizières, et il arrive jusqu'en Vénétie. Après, aujourd'hui, il y a aussi des bonnes plantations de riz en Sardaigne, en Toscane, mais c'est surtout les régions de riz, c'est l'Italie du Nord. Mais ce que je veux dire, en termes de cuisine, on trouve aussi des recettes de riz dans le sud. C'est pas du risotto, voilà. C'est pas la spécialité. Le risotto reste une spécialité vraiment du Nord. Et dans d'autres régions, on a d'autres spécialités de riz, mais que c'est pas vraiment fait façon risotto, même si on peut trouver des risottos. Mais la recette originale, on peut dire que ça vient du Nord. Ce que je veux dire, le parallèle que j'essaye de faire pour essayer de construire ou de déconstruire ce que j'avance, hein, c'est, par exemple, la choucroute, elle est en Alsace. Elle se fait pas dans d'autres régions, même si on la mange de partout, certes. Mais elle n'a pas été, même si de grands chefs la réactualisent ou des chefs la réactualisent, mais elle a un ancrage fort dans une région. Il me semble qu'en Italie, à partir d'un même produit, on trouve 1000 recettes sur tout le pays. Oui, voilà. oui. Est-ce que c'est une spécificité ? Oui, oui, justement, on trouve, on a dit les riz, mais les pâtes, les pâtes c'est le sud, les pâtes sèches, et le nord c'est plutôt... La polenta, c'est encore une autre chose. Oui, on la trouve surtout dans le nord, parce que le maïs est surtout cultivé au nord, mais on la trouve déclinée avec des recettes différentes. Et la force de l'Italie, c'était d'avoir des territoires, une spécificité du territoire. Et c'est ça qui donne toutes ces recettes. Louana. Moi, j'adore tout ça. Mais sauf que je ne suis pas comme Daniel et comme vous tous, une chef ni une critique gastronomique. Je suis une cuisinière au quotidien. Donc, effectivement, vous avez fait l'histoire et j'adore. Et c'est bien du risotto, mais moi, sincèrement, je le fais partout. Hein. Voilà, on le fait partout. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a en Italie, il n'y a pas la cuisine italienne, il y a la cuisine des Italies. C'est-à-dire qu'elle est plurielle, qu'elle est... Elle est vachement plurielle, on est partout. Vous êtes allé au Japon? Non, moi, jamais. Je suis arrivée, j'ai atterri et j'ai eu un Italien qui m'a dit ciao. Et j'ai dit, tu es là? Je veux dire, l'Italie, elle est exportée. Exporter un pays, ça veut dire aussi s'adapter. Et ça veut dire, pardon les chefs, mais je dis encore, je ne suis pas chef, je suis comme vous toutes, une cuisinière de tous les jours. Je vais au supermarché, bien sûr, je fais attention aux produits, mais on peut aujourd'hui faire attention aussi aux produits qu'on achète en grande surface. Mais je ne me complique pas la vie. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens qui font un travail formidable, mais moi, je n'ai pas envie. Je me dis toujours minimum de temps pour un maximum de plaisir. Ça, c'est ma devise. Et vous, Louana, dans les livres que vous avez édités, dans ce que vous racontez, dans ce que vous faites dans la cuisine,
vous réhabilitez cette image de la femme en cuisine. Vous réhabilitez cette image de la femme en cuisine. Et en même temps, cette femme qu'on doit, je crois, réhabiliter en cuisine en France, en Italie, elle a vraiment un vrai rôle. La femme, c'est un peu... moi, j'ai encore ma mère qu'elle ne s'assoit pas à table, hein, qu'elle sert tous les convives, que tout le monde mange, tout le monde est content, mais elle ne s'assoit pas. Sauf que quand il y a un débat, parce que très souvent, dans le bien ou dans le mal, le repas, ça se passe toujours autour d'une émotion. La cuisine, elle est émotionnelle, en fait, pour nous tous. Peu importe le statut, peu importe ce qu'on est, c'est vraiment une émotion. C'est ça que je vais transmettre, moi. Et maman, à chaque fois, vu qu'elle vient d'une autre école, on va dire une autre génération, elle ne s'assoit jamais, mais par contre, elle a toujours le dernier mot. Et donc, et on s'assoit comme ça, et on dit ok maman, va bene così. Mes ouvrages en revenant, le premier je me raconte. Je vous raconte. C'est l'ouvrage d'une femme du début à la fin. Le deuxième, c'est celui-là, Table avec Luana. Donc là, on partage vraiment des moments avec votre famille. C'est ma vie, en fait. C'est votre vie que vous racontez à travers la cuisine. Ça me fait rire ceux qui, j'ai 43 ans, racontent une biographie. Moi, ça me fait rire. Je peux dire, j'ai raconté ma biographie culinaire. Et en fait, c'est un peu ça. Oui, parce que la cuisine, par rapport à un moment, à un âge, elle évolue, elle change. Nous ne sommes pas pareils au même moment de sa vie. Donc là, je me raconte, je les ados, j'ai le mariage et tout ça. Et dans le deuxième, en fait, pourquoi faire ce deuxième livre? Parce que, sincèrement, voilà, je me dis pourquoi. Mais parce que je raconte mes amis. Et mes amis, c'est vous. C'est-à-dire, j'ai tout le temps. Mais alors, toi, tu vas me dire, Daniel, pareil, tout le monde. Qu'est-ce que je fais ce soir? J'ai mon boss qui arrive. Qu'est-ce que je fais? T'es là, ouais, j'arrive, je viens cuisiner chez toi. Donc, des émotions, des états d'âme, de profils des femmes, qu'elles existent toutes. Avec deux, je me suis fâchée, parce que peut-être je ne l'ai pas très bien interprété, mais je les ai racontées comme je peux. Donc, il faut prendre aussi le temps, en dehors des recettes, de lire un peu le profil de cette femme qui existe dans moi, que même les deux vont continuer à exister. Et en fait, on se retrouve quand même. Luana, dans ce livre, parce qu'on est en Italie, dans ce livre, je veux dire, vous racontez, vous dites une biographie culinaire, certes, mais vous êtes italienne quand même. Donc dans ce livre, vous remettez... moi, elle me plaît cette idée. Vous remettez l'importance aussi de la femme qui fait la cuisine tous les jours au cœur de ce qui se passe quand même aujourd'hui, parce que moi... où la cuisine, juste je finis, où la cuisine, elle est de plus en plus déconnectée des cuisines. Donc, dans ce livre, vous réhabilitez la place de la femme en cuisine et au-delà de la femme, parce qu'il y a plein d'hommes aujourd'hui qui cuisinent au quotidien, mais la cuisine du quotidien et l'importance de la famille autour d'un repas et l'importance de la cuisine pour la famille. Mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup encore en Italie. En fait, vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, on voit que des émissions de chefs, des choses impossibles à réaliser? Aussi, il y a ça aussi, certes, voilà. Bien sûr. Ben non, ça ne m'intéresse pas. Oui. Moi, je parle aux gens au quotidien. Je suis, comme j'ai dit toujours, et je continuerai à dire jusqu'à la fin que je ferai ce métier est une passion en fait. Il est arrivé par hasard et je ne sais même pas pourquoi. Et j'ai la chance de le partager. La cuisine, c'est une affaire des familles, c'est une convivialité, c'est une simplicité. Quand quelqu'un me dit « je ne sais pas cuisiner », je lui réponds « mais tu arrêtes de mentir, il n'y a pas « je ne sais pas cuisiner ».
il y a un œuf dur, il y a une salade, et ça, c'est de la cuisine. Tu as mis de l'amour, tu as mis du toi dans tout ça, dans un plat. Ça, c'est la cuisine. Peu importe, je ne suis pas chef. Merci. Les femmes applaudissent. Daniele, per te Ciao. Ciao. Per te la cucina italiana, che cosa ne puoi dire? Che è la storia di questa cucina italiana? Nel senso che ogni territorio ha i suoi prodotti, le sue ricette. Tu come la vedi questa? Non ogni territorio, No. chaque famille, chaque famille, maison a voilà. son recette. Et quand excuse-moi pour mon français, hein, quand quelqu'un me demande quelle est la vraie recette du Cappelletti, il y en a une recette de Cappelletti. Il donne la sienne. De l'ancienne. Il donne la sienne, la sua. Chaque recette de la grand-mère est la vraie recette, de ma grand-mère, de ta grand-mère, de sa grand-mère, c'est la vraie recette. Parce que tu es reconduit avec le sentiment de l'amour de quand tu étais enfant, quand ta grand-mère te préparait ces plats pour les manger. Il n'y a pas une recette, il y a une façon de faire sa recette. Il y a une technique. Une technique. Ouais. Mais l'Italie a fait des millions et millions de recettes. Et nous sommes fortunés, nous avons des bons produits de la Val d'Aosta jusqu'à la Sicile. De vin, d'olive. À le nord, utilisons beaucoup de beurre. Du beurre. Beaucoup de beurre. C'est vrai qu'on a. Mais il y a un élément qui peut unir toute l'Italie. Oui. Et là, je suis de l'Emilia-Romagna. Je suis de l'Emilia-Romagna. Il y a un élément qui peut réunir oui. toute l'Italie. C'est le porc. Le cochon. C'est le porc. Ouais. Le porc se trouve à la montagne, au sud d'Italie, en Sardaigne aussi, en Sicile. Fait en diverses façons, mais c'est le porc. Il appartient à personne, il appartient à aucune région, il appartient à tout le monde. Ouais. D'accord. Ouais. Michel Troisgros et l'Italie. Alors on parle de la cuisine italienne en disant que c'est une cuisine de sentiments, puisque comme le disait Daniel, et chacun en fait a sa recette parce que il y a une technique qui est pour tous, mais chacun a sa recette parce qu'elle est toujours cette recette, elle est toujours attachée effectivement à une grand-mère ou à une mère. Et Michel Troisgros et l'Italie, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de mon côté maternel, ma grand-mère, ma mère, donc qui viennent du Friuli, du nord de l'Italie, là où on fait les meilleurs cochons. Voilà, du Friuli, ouais, à côté de San Daniel et dans un petit village. C'était des paysans d'ailleurs qui avaient leurs cochons. Donc voilà, donc j'ai des origines italiennes, ça se sait pas. Ça c'est un petit peu plus maintenant que le livre a été édité, voilà, mais ça ne se sait pas parce que la saga, la dynastie Troisgros à Roanne et le côté français bourguignon de Jean et Pierre Troisgros, mon père et mon oncle, a toujours pris le pas, mais du côté de ma mère, il y a vraiment l'Italie qui a bercé toute mon enfance et celle de mon frère et de ma sœur, mais de façon très souterraine comme ça. On savait, on a reçu, en fait, j'ai reçu l'esprit, la nature de l'Italie sans même le savoir, mais parce que les repas du soir étaient toujours chez ma grand-mère qui était arrivée en France au début de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est installée en fait dans la ville où sa fille s'est mariée avec Pierre Troisgros. Et donc, nous, on a grandi, moi j'ai grandi entre le restaurant familial où j'avais ma chambre et la maison de ma grand-mère où j'avais également ma chambre. C'est-à-dire qu'elle gardait ses petits-enfants pendant que les parents travaillaient. Voilà, c'est ça. Bah, oui. Voilà, elle rendait service et en même temps, voilà, c'était notre foyer. C'est là où on se sentait le mieux parce qu'on était toujours de trop au restaurant. Il y avait toujours une espèce de foisonnement de personnes comme ça qui était pour nous un petit peu
pas très familial, pas très protecteur. Donc c'est chez la grand-mère qu'on a trouvé notre bien-être. Et elle faisait l'Italie, en fait, sans en parler, sauf quand les cousins du Frioul venaient, avec des jolis, tout le temps avec des jolis produits, avec des jolis paquets. Elle recevait aussi par la poste parfois du fromage, un morceau de jambon, jamais d'huile d'olive, jamais, il n'y en avait pas. Mais c'était pas de la cuisine italienne et en même temps c'était de la cuisine italienne. C'est-à-dire qu'elle faisait quotidiennement pour nous, la famille, parce que mon papa Pierre venait se régaler de la cuisine de la mémé tous les soirs avec nous. Et elle faisait de la cuisine italienne avec les produits locaux, avec les produits de Roanne et de la région. Parce qu'il y avait toute une colonie italienne, et notamment du Frioul, qui s'était installée là. Parce que c'était une excellente main-d'œuvre, bien entendu, pour construire les maisons. Et voilà, on trouvait, il y avait un petit réseau comme ça qui s'était installé, organisé. L'un donnait à l'autre, ou l'un donnait un coup de main, ou l'un partait en Italie et revenait avec des produits, ou localement, on trouvait de quoi faire ce qui semblait être un peu italien, oui, sur les bords. Voilà. Mais bon, ceci dit, je pense que dans la manière de faire, avec amour, comme ça, avec générosité, avec simplicité, bien les choses, il n'y a pas, à part quelques techniques, bien entendu, comme la pasta, le gnocchi, la polenta, etc. Il y a une façon de faire simple, italienne, qui est aussi française. Je veux dire, qui est aussi française. Alors, pas du nord, peut-être de la France, je ne connais pas. Mais oui, à partir du mois de... Ou alors disséminée à travers la France, on va dire. Mais il y a une façon de faire les choses lorsqu'on a des herbes qui sont là, un potager qui est pas loin, quelques bons petits épiciers, des anchois, des bons condiments, des bonnes capres, etc. Franchement, moi, je mange français tous les soirs à la maison. C'est Marie-Pierre aujourd'hui qui fait à manger pour nous et pour tous nos enfants pendant toute leur jeunesse et leur enfance. J'ai l'impression de manger italo-français tous les soirs, moi, encore aujourd'hui. Hein. Oui, mais on est très proches. Oui, bien sûr qu'on est très proches. Mais est-ce que... Moi, il me semble qu'en Italie, on est quand même comme ça depuis très longtemps. C'est-à-dire le bon produit, le fait qu'il y a les alimentari, ces boutiques, ces épiceries, elles ont toujours été chargées de produits, toujours des bons produits. Moi, j'ai l'impression qu'en France, c'est quelque chose qui n'est pas forcément récent, mais il y a une prise de conscience qui est pratiquement structurée. Alors qu'en Italie, c'est presque naturel d'acheter un bon produit. C'est presque naturel que chacun ait un bout de jardin. Pour ceux qui vivent à la campagne, fassent un peu leur vin. Ils aient quelques oliviers, ils font un peu leur huile d'olive. Il y a une façon plus naturelle, non ? C'est déjà qu'on a des légumes qui sont bons. C'est la terre qui nous donne de bons légumes. Peut-être c'est la situation, c'est la géographie aussi de l'Italie. Le sud de la France aussi a des très bons légumes, plus savoureux peut-être qu'on a. Donc, on a la chance d'avoir une terre qui est vraiment... Et vous pensez pas qu'il y a une conscience beaucoup plus ancestrale du... Oui, c'est-à-dire on a tellement de produits qui sont bons. Hein, l'Emilia-Romagna, je pense que c'est la région qui a... Bon, j'ai une tante qui est du parti de ma famille qui est d'Emilia-Romagna. Donc, voilà. Donc, c'est la patrie vraiment de Reggio Emilia. Ah oui. Et donc, vous voyez, on a le maximum du produit, du bon produit. Depuis, les parmesans, il est déjà cité il y a des siècles. Alors maintenant, on va partir à la découverte de différentes régions et puis on reviendra vers Michel plus sur la colline du Colombier, autour de ce qu'est la colline dans sa forme et dans sa proposition. Alors, on va partir à Venise et là, vous avez écrit beaucoup de livres sur la cuisine italienne. Et alors, qu'est-ce que celui-là apporte encore plus ? C'est quoi la nouveauté de ce livre sur Venise ? C'est-à-dire que l'idée du livre, elle est née parce que plein de gens que je connaissais ou pas revenaient de Venise. Je disais, vous avez mangé le baccalà mantecato, les sardines in saor, i folpetti. Et ils me disaient, i peoci. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait mangé, mais ils n'avaient pas les noms.
Je dis, ah oui, mais quand même, à Venise, il faut manger le baccalà mantecato, les sardines solo, c'est tellement typique de là-bas. Vous pouvez nous réexpliquer? Oui, oui, oui. Après, je vais faire une démonstration sur le baccalà d'accord. mantecato. Alors. Ok. Voilà. Donc, et donc voilà, l'idée est née comme ça, de montrer que Venise, elle a une cuisine bien particulière. Pourquoi? Parce que Venise, elle est dans une île, dans une lagune, dans la Haut-Adriatique, et donc c'est vraiment un microcosme où les poissons ont un goût extraordinaire, les légumes ont un goût extraordinaire, parce que l'eau elle est saline. Donc, Et puis il y a l'île qui sert de potager. Saint-Erasme, voilà. Saint-Erasme. Tout a un goût extraordinaire. Donc, je dis, voilà, quand vous êtes là-bas, il faut manger certaines choses. Après, les livres, c'est pour tout le monde. C'est surtout quand on revient à la maison et qu'est-ce qu'on va cuisiner avec ce qu'on trouve. Et j'ai essayé d'adapter parce que moi, j'habite Paris, j'habite plus Venise, donc Treviso. Et donc, moi aussi, j'ai envie de goûter ce que je mange chez moi. Et donc, l'idée, c'est de refaire des recettes et les adapter un peu. Mais l'important, c'est toujours de trouver du bon produit. Parce que quand on parle de poissons, c'est normal que si on veut avoir du goût, il faut chercher les bons poissons. Et les légumes, c'est pareil. Pour le baccalà mantecato, c'est l'histoire, elle est très belle. Parce que moi, vraiment, je raffole de cette... C'est une crème de morue. On peut dire des rillettes, ça ressemble à une brandade, plutôt à la brandade, pas à la brandade de Nîmes, qui n'a pas de pommes de terre. Donc c'est une morue montée à l'huile. C'est une morue qui à Venise, elle est sèche. C'est le stockfish. Mais voilà, ici, j'ai du mal à trouver de la morue séchée, donc j'utilise de la morue salée. Bon, les Vénitiens, ils vont mal me regarder, mais c'est comme ça. Il faut adapter. Voilà, comme disait Louane, hein, c'est pour le plaisir. Il faut essayer de faire ce qu'on aime et retrouver un goût qui nous donne du plaisir. Et donc voilà, j'ai adapté la recette en faisant avec le baccalà, donc la morue salée. Et je l'ai montée à l'huile et voilà, c'est sorti une bonne recette. Et on la sert avec un crostino de polenta. Donc voilà, la cuisine, pour revenir à Venise en général, c'est la cuisine. Donc vous allez goûter tous les poissons de la Haut-Adriatique qui ont vraiment un goût très bon. Et dans les livres, j'essaie d'expliquer toutes les recettes typiques. Par exemple, le baccalà, il y a plusieurs recettes de baccalà. Les fameux baccalà à la Vicentina, par exemple, c'est cuit dans le lait. Il y a du parmesan, on fait des couches, on fait des couches de lait, de parmesan, un peu d'anchois, un peu d'huile, des oignons, et on les fait mijoter très très lentement au four pendant 3-4 heures, et on les sert toujours avec de la polenta. La polenta à Venise, par exemple, elle est blanche, et on peut la servir moelleuse ou bien... une fois qu'elle est moelleuse, après, si on la laisse là, elle fige bien, donc elle est très compacte, et on peut la gratiner, on peut la faire au four. Donc c'est un plat qui a plusieurs déclinaisons. Alors, ce qu'on sait moins peut-être de Venise, c'est le caviar. Ah, les caviars de Venise. Bon, le caviar de Venise, quand même. Je dois avouer que oui, ça fait pas longtemps que je le connais. Mais c'est pas récent, c'est assez ancien. Oui, c'est assez ancien. Oui. Ouais. Ça, oui, c'est vraiment une petite niche. Une petite niche. Hein. Ouais. Une petite niche. On ne le trouve pas souvent comme ça. On va le trouver que dans les restaurants. Mais voilà. Mais Venise, c'est plutôt le côté populaire qui est beau, le côté baccaro. Les baccari, c'est les bars à vin où on va boire un spritz, on va boire l'apéritif en fin de journée. Et dans les livres, je donne 5 itinéraires. Ça. C'est des itinéraires gourmands. Donc, on part avec un spritz et on termine, toujours avec un spritz. On en fait 3 ou 4, mais les Vénitiens font comme ça. Hein. Oui, donc il prend le premier spritz avec un cicchetto. Le cicchetto, c'est donc on peut dire une tapas vénitienne, et qui sont au comptoir. Il y en a plein, donc on adore voir ça. Moi, j'adore. Et après, on fait un second baccaro et un troisième baccaro, et après, bon, c'est bon hein, pendant la semaine, c'est comme ça. Mais quand c'est les samedis ou les dimanches, ou quand on va en touriste, après on va au restaurant aussi. Et après, on recommence vers 7 heures, à l'heure de l'apéritif. Il y a cette habitude en Italie, en fin de journée, de faire la passeggiata, c'est-à-dire de sortir, on s'habille bien, toute la famille sort, et toute génération confondue, tout le monde discute, et en particulier à Venise, c'est autour d'un spritz.
Et c'est vrai que Ouais. c'est fort agréable. Alors, un spritz, pour les gens qui ne savent pas, c'est un apéritif que maintenant, il est en train de... Par exemple, je l'ai retrouvé en Italie du Sud il y a quelques années et c'était une nouveauté parce que Oui. c'était vraiment de la De Venise. Vénétie. Ouais. Parce que spritz, ça vient des spritzen. Quand les Autrichiens étaient en Vénétie, ils allongeaient les vins avec de l'eau. Et donc, spritzen, ça voulait dire allonger les vins. Et donc, un spritz, c'est du vin blanc allongé avec de l'eau, mais on met en plus un liqueur comme le Campari ou l'Aperol. Voilà, c'est bon, hein. Mais bon, il ne faut pas non plus abuser. Non, parce que moi, ça me donne un peu à la tête, mais voilà, c'est l'heure bientôt, ouais. Bon, C'est l'heure du spritz. On l'attend, peut-être qu'on l'aura. Merci Laura. Daniel, il faut qu'il nous raconte la cuisine, les spécificités de l'Émilie-Romagne. Puisque, invité d'honneur, De la torta fritta o della piadina? tout ce que tu veux. Ce matin, on a fait la torta fritta avec Parma. Laura et Alessandra. Voilà, les deux. La torta fritta. Torta fritta. Oui. La torta fritta, c'est-à-dire de la pâte qui ressemble la pâte Farinéo, farinée évident. ou un petit peu de levure. Un peu de levure, voilà. Et il va frire. Il va se gonfler. Oui. Et on va manger avec les jambons de Parma, avec le gorgonzola, avec la coppa, Ouais. avec la sauce tomate, non. Non. Avec il lardo, come si dice? Le lard. Ah, le lard. Oui, le lard. Mais émincé avec des herbes. Le lard. Le lard et avec quelques feuilles de parmigiano reggiano. Parce que si on fait le tour de l'Émilie-Romagne, On fait le tour, les produits, c'est jambon, le jambon, le Parmigiano. fromages, le saucisson, le salame, oui. la pancetta, la Oui. mortadella Oui. a Bologna, la salama da sugo a Ferrara. Il y a, Salame d'assoug, c'est saucisson pour la sauce tomate, pour la sauce il y a d'assoug. un C'est bowl, il y a un bowl spécial. qui va cuire Oui. à Ferrara et on va manger avec cuillère. Avec la cuillère. Yeah. D'accord, Avec la ça je cuillère, connais mais pas. c'est gros, hein? Entre les deux cuisines, il fait la sauce tomate avec son saucisson et on met la polenta avec. Voilà. On va faire. On va faire. Il y a, près de la mer Adriatique, il y a la piadina. La piadina, gli strozzapreti, i passatelli. Les passatelli, c'est une pâte faite de chapelure, de fromage, un petit peu de zeste de citron, les œufs et de la muscade, qu'on va presser dans les brodes. Dans le potage. Dans les potages. Non, le potage seulement. C'est comme La presse pomme de terre. La presse pomme de D'accord. terre avec les. Et on va manger. On va manger aussi le cappelletti et i tortelli. Après, il y a toute la tradition des pâtes fraîches Toutes les traditions de pâte fraîche et, en Émilie-Romagne ripiene et farcies. et farci. Et Voilà, farci. avec tout ce qui est ravioli, capellé. Aussi la viande farcie. La punta di vitello al forno. La porchetta in Emilia, cioè le porc rôti avec tous les herbes à l'intérieur. À la broche, cuit À à la la broche, broche, ouais. c'est super bon. Qu'on trouve régulièrement dans les grandes fêtes foraines, les foires. Moi, j'ai le souvenir enfant que quand on allait dans une foire, on avait la porchetta. Porchetta. Voilà, c'était super bon. 120-130 kilos, hein? Ouais. C'est un porc entier. Avec Et- la tête. Et Daniel, vous, dans votre osteria, parce qu'on- Osteria. on va parler des différents lieux de nourriture en Italie. Dans votre osteria, donc vous êtes sur le Pô, Oui, c'est ça? je sais. Je Vos- suis à la côté du peu. Voilà, vos spécialités, c'est une cuisine typiquement de Parme, une cuisine De Parma et Piacenza. C'est la cuisine Piacenza. c'est appelé la cuisine de la Bassa. La D'accord. Bassa, c'est le territoire qui est près de la fleuve Po. Vous avez été inondé Oui. récemment. Oui, la semaine passée. La semaine passée. La semaine passée. Et la cuisine est faite de poissons d'eau douce, Oui. comme l'anguilla, L'anguille. l'anguille, il pesce gatto,
Ah, le On va poisson- traduire. Comment on dit en français? Oui. Les Luana. poissons fish, les poissons chat, Poisson les chat. poissons chat Ressemble à la lotte. et les D'accord. storione. Hmm. Le storione, c'est le Storione, c'est Les sturgeons. Les sturgeons. Les sturgeon. sturgeons. Oh, Non, Luana? Si, c'est ça? Si, c'est ça. Donc il y a aussi une cuisine de poissons d'eau douce. d'eau douce, oui. Ouais. Mais de terre. De terre. Mais de terre. Nous faisons aussi des plats pauvres, Des plats simples, Des plats simples, oui, des plats pauvres. traditionnels. traditionnels, oui. La polenta aussi. Ouais. On va cuisiner beaucoup de porc, Mhm. car nous avons... mange tout dans le on porc. mange tout, on mange tout, on mange tout. Surtout en ces saisons qu'on commence à faire... Pour toute la province de Parme, il y a une manifestation qui s'appelle November Pork. Oui, parce que c'est le mois du porc. Chez le Donc, mois du porc. Oui. Et Ouais. chaque dimanche, chaque ville différente fait une part différente de porc et tous les gens qui viennent des autres parties pour goûter les spécialités Alors, vous, votre restaurant, il s'appelle Osteria. del pescatore. Voilà. Donc, en Italie, il y a beaucoup d'intitulés, de noms de trattoria, ristorante, osteria. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai fait toute une liste. Frasca, locanda, paninoteca, pizzeria, gelateria, polenteria, spaghetteria. Paninoteca? Tavola calda. No, Alors, mais expliquez-nous. Pourquoi il y a... paninoteca et tavola calda n'est pas restauration. C'est du rapide. C'est très rapide Ouais. et souvent pas bon. Souvent pas bon. Mais la frasca, l'osteria, la trattoria, il y a une tradition culinaire Oui. des familles qui se va... Voilà, c'est ça qui est intéressant. Osteria, c'est quoi? C'est auberge. Non, Non, c'est pas auberge. c'est pas auberge. Locanda, c'était une auberge. Ah, locanda. Locanda. Mais c'est où on boit du vin, Oui, la locanda. oui. Tu peux... Moi, du vin partout. Hein. Oui, mais En par Italie. rapport, oui, mais par rapport à la locanda, on y va vraiment pour boire que du vin. On n'y va pas La forcément locanda, pour non. manger. Non. Non. La locanda, tu veux la locanda, tu peux dormir à la locanda. Ah oui. Ouais, d'accord. L'ostérie, D'accord, un gîte. Ouais, ouais, oui. ouais. C'est un peu simple un gîte, non, c'est plus élevé qu'un Oui, mais gîte. j'ai connu des bons gîtes, moi aussi. Après, c'est... Non, mais on n'est pas... Pardon. Je vais m'en aller dans 2 minutes Mais parce que je non. casse les bonbons à tout le monde et je parle trop. Mais je veux dire, un gîte, il y a des bons gîtes. Je veux dire, il ne faut pas les casser. C'est familial. On reste, comme il dit, on mange, on reste, on dort, on partage. C'est ça. Maintenant, peut-être en France, il y en a moins et c'est dommage. Ce que je veux dire, c'est qu'un gîte, et ça, on entend bien gîte, pas chambre d'hôte. Hein. Gîte, vous voulez dire. Parce que gîte, c'est Non, parce rudimentaire. que quand même, chambre un gîte. d'hôte, c'est autre chose. Chez nous, aujourd'hui, Agritourisme. l'agriculturisme, c'est autre chose. On est plus pointu. Vous savez, il y a des modes aussi. Et malheureusement, il faut les suivre. Donc, il y a des mots qui nous échappent parfois. Donc, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est agritourisme. Voilà, c'est ça. Mais voilà, mais c'est la même Mais chose. en fait. restons en ville, restons en ville. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir la diversité de lieux aussi. Aussi de Alors, lieux. C'est pas la diversité de noms, c'est que chaque nom, en fait, a une particularité de restauration. Donc, Osteria, pourquoi ça s'appelle Osteria? Pourquoi Il si s'appelle vous avez osteria choisi perché c'est comme un nom ça? ancien, Oui, car i pescatori, Les pêcheurs. qui travaillaient sur la fleuve, sur le pot, en sur fait, le qui est à pot, côté. Ouais. se restauraient près de l'osteria. D'accord. Il attache la barque Oui. à la rive du Oui. pot et on va au-dessous à boire, à faire une boisson, à manger un petit peu de poissons frits, des gnocchi Mhm. avec les porcini, Avec les petits cochons. les petits cochons. Là, les champignons. Les champignons Les porcini. champignons porcini, d'accord. Les cèpes. Mhm. Les cèpes s'appellent. Oh.
Et quand en Italie on dit un ristorante, ça veut dire que ça. Ristorante, c'est C'est quoi, un gastro? C'est. un ristorante, c'est un petit peu élevé. Le restaurant, on peut appeler tout le restaurant. Mais, par exemple, la frasca. Oui. Qu'entendez-vous par la frasca? La frasca, c'est une dehors Ouais. avec tous les plans qui fait en été surtout de l'ombre. De l'ombre. Oui. Et au-dessous de l'ombre, on boit et on mange. D'accord. Et trattoria? Trattoria. Trattoria, les tracteurs étaient les conducteurs de la diligence, delle carrozze. Oui, oui, voilà, c'est un relais. De carrosse, enfin du... De carrosse. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. À force de Qui réfléchir, transportait la oui. poste, qui transportait... Et on doit fermer Voilà, c'est ça. pour changer les chevaux, Ouais. pour faire une boisson, pour se restaurer. C'est pour ça que ça s'appelle trattoria. D'accord, il traite. Il tratto. Voilà, Il tratto. ce qui tire, en fait. Oui. C'est D'accord. un morceau de route. Oui. Et aujourd'hui, en Italie, est-ce que ces noms d'établissements sont aussi importants ou est-ce que chacun choisit, dit, bah, moi, j'ouvre une trattoria Non, tu peux choisir. Tu peux choisir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une législation qui correspond c'è una legge che dice tu ti puoi chiamare trattoria, tu ristorante? No, Non, ognuno fa come gli pare. absolument. Donc, Il y a voilà. aussi un guide, les trattorie d'Italia, Oui. les restaurants d'Italia. D'accord. Oui, c'est pas imposé. Il est appelé, il y a un guide. Nous avons en Italie il gambero rosso. Sì. Hein? Mm. Il y a il gambero rozzo. C'est mieux. D'accord. Et ce que je voulais aussi voir avec toi, Daniel, c'est est-ce que en Italie, par rapport à ce qui est fait dans le restaurant, c'est-à-dire le fait maison, est-ce que vous êtes dans l'obligation de le noter? Comment que ça se passe par rapport à ça en Italie? Quello che è fatto in casa, che si deve... No. 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 Io sono obbligato a avere i prodotti tipici. Ah, Non, mais je vais traduire. Moi, je suis obligée d'avoir des vrais produits. Des vrais produits. Car je suis dans le Dans un guide. la route de Ah oui, dans la- route la strada del gusto e dei sapori. La route des goûts et des saveurs. et des saveurs Ouais. de les terres de la Bassa. D'accord. C'est pour ça que je Donc suis là, vous obligé, avez un cahier des charges oui, et, avec le vin de la province de Parma, de D'accord. Piacenza, les produits comme le culatello, comme les jambons, comme la pancetta, comme les vins Gutturnio Mhm. ou le lambrusco. D'accord. On va boire pas dans les verres, mais dans la scodella. Oui, d'accord. Comme une soucoupe, enfin un La- taste-vin, quoi. C'est comme Dans un les coupes. taste-vin. Dans les Ouais, coupes. ouais. On boit le vin dans les coupes. D'accord. C'est une façon différente qui Ouais. fait... Non, le champagne, même en France, pardon, on le buvait dans les coupes. Ah, dans les coupes. Oui. Le lambrusco, c'est comme le champagne. Non, mon Dieu, dis ça ici, on va se faire étrangler. Non, mais il faut dire aussi que la façon de boire, elle est différente. On a, comment on appelle ça, la flûte. La flûte. Alors moi, mon nez ne rentre pas, Oui. par exemple. Et c'est vrai que la flûte, finalement, voilà, tu sens pas, tu goûtes simplement. Quand tu as la coupe de champagne que Marie-Antoinette a mis au point, en fait, tous les saveurs commencent par le nez et rentrent. Voilà, stop, merci. Merci, Louana, pour ce moment historique. Alors, moi, je voudrais revenir en France avec Michel Troisgros et l'Italie. Et pour ceux qui peut-être ne connaissent pas la colline du Colombier, tout à l'heure, je discutais avec Michel et la colline du Colombier, donc c'est un lieu assez magique qui a été réhabilité, on peut dire, hein, rénové, réhabilité, mais vraiment dans ce que ce lieu avait dans son âme, quoi. Il n'a pas été trafiqué. Voilà, donc c'est un lieu charmant, c'est un lieu avec beaucoup de poésie. Et moi, j'ai toujours, en allant, j'y suis allée quelques fois,
Et par rapport à Michel et le lien qu'il a avec l'Italie, je lui suggérais l'idée que finalement ce lieu était un petit coin d'Italie en Bourgogne. C'est pas faux. Et c'est pas faux, mais c'est pas une volonté, c'était pas un but à atteindre. C'est un résultat qui, au niveau de l'architecture, tout d'abord, du lieu, comme il se présente, après la façon d'y accueillir, d'y recevoir, l'hospitalité, la façon d'y manger, présenter la soupe à table, au moment où l'hôte s'assoit, il reçoit la soupe et cette soupe, quelqu'un se lève pour la partager, pour servir. Et elle est chaude en hiver, elle est tiède à la mi-saison et fraîche en été. Cette façon de faire les choses, eh bien, naturellement, traduit en effet probablement une nature italienne. On fait une sacrée publicité pour l'Italie aujourd'hui, là, mais en effet, involontairement, probablement, mais probablement aussi parce que Marie-Pierre, mon épouse, même si elle n'est pas italienne, a cette façon de faire les choses dont je parlais tout à l'heure, qui réunit les genres, on va dire franco-italiens, en tout cas certains genres, dans certaines maisons. Et on a fait un peu d'Italie, la locanda du Colombier, on peut dire, d'une certaine façon. Mais vraiment, sans vouloir le faire, elle s'est faite parce que se présentent en moi des choses italiennes que j'ai reçues en héritage, voilà. Et même dans le style de la cuisine, d'ailleurs, hein, je fais pas de la cuisine italienne, mais quelque part, l'Italie est infiltrée à travers... quand tu parcours mon livre, tu verras, il y a des choses, mais le livre de la colline du Colombier, hein, je m'entends pas celui-là. Eh bien, il y a des choses italiennes dedans, même la photo de couverture, d'ailleurs, l'est un petit peu. C'est pas authentique, c'est infidèle à l'Italie, mais elle est toujours présente là, un petit peu comme je le suis d'ailleurs, hein, dans mon physiquement. Parce que voilà, cet exemple que j'ai eu au quotidien, il est là, quoi. Puis oui, voilà, c'est l'amour, voilà. C'est l'amour qui a été transmis, et ça c'est. Oui, puis dès lors où on fait une cuisine identifiable, elle n'est pas simple en fait, hein, parce que c'est pas simple la cuisine italienne en fait. Oui, non, c'est pas simple, non. Elle est respectueuse, elle est identitaire, elle s'attache à une matière première de haute qualité. Donc déjà en amont, il y a un travail des artisans, extrêmement respectueux et en connaissance. Alors c'est vrai qu'après, nous, on arrive pour cuisinier, on pourrait dire que oui, ça pourrait être une cuisine d'assemblage. Certains plats de la cuisine italienne ne sont que l'assemblage judicieux de produits qui sont déjà extraordinaires. Donc, tout l'art est de s'effacer devant déjà ce que les autres ont réalisé par bonheur. Alors, donc, mais c'est de l'art, ça aussi, ne pas trop en faire. Avoir l'intelligence de ne pas galvauder parce qu'on est chef, parce qu'on est cuisinier, de ne pas transformer bêtement ce qui est déjà magnifique. Donc voilà, la cuisine que j'y fais, à la colline du Colombier, elle est un petit peu italienne parce qu'elle puise dans son territoire. Alors j'ai le regret, quand j'écoute parler de tout ce que vous avez à Parme et dans cette plaine du Pô, mais moi ça me laisse admiratif. J'aimerais avoir tout ça. Parce que nous, les anguilles, on n'en a pas. Des poissons d'eau douce, il y en a, mais n'ont le droit de les pêcher que les amateurs, on n'a pas le droit de les commercer. Il n'y a plus personne qui le fait, il n'y a plus de professionnels. Moi, j'habite au bord de la Loire et la colline du Colombier s'écoule devant le restaurant, comme ça, à quelques... Mais il n'y a plus personne pour... Il y a du poisson, hein, mais plus personne pour pêcher, ou alors des petits amateurs du dimanche. Donc voilà. Donc si je veux travailler des poissons d'eau douce, des escargots, des grenouilles, tout ça, il n'y a pas. Alors qu'en Italie, on a le sentiment que c'est un miracle, vous avez tout encore. Et pourtant, quand on traverse le nord de l'Italie, de part en part, on se dit
Oula bon Dieu, où je suis, c'est ça l'Italie. C'est que des industries, c'est que des usines et un trafic ahurissant. Mais comment vous faites? Mais je ne comprends pas. Où est le secret? Je ne sais pas. C'est un secret. C'est un miracle, hein, Je ne sais pas. franchement. C'est le territoire. C'est le Ouais, territoire. vous habitez le paradis. Non, mais vous avez. Non, mais. Pour Non, ça, c'est- on a tous les deux des ailes tous les trois, des ailes qui poussent. On est des anges. C'est pas vrai. La France aussi, elle est très riche. Je suis pas d'accord, je suis désolée. Je le pratique comme professionnel. Je suis italienne, il y a un quai du sang italien qui coule dans Ouais. mes veines. Mais je défends la France depuis 25 ans. Oui. On n'est pas dans le même système, surtout. On est dans une cuisine, nous, très simple. On a besoin du bon produit. Sans bon produit, on ne peut pas y arriver. Le produit, il doit être exceptionnel pour une bonne cuisine. Vous avez beaucoup plus de chances, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une fourchette des produits et des producteurs beaucoup plus grande que nous, ben, gardez-la. Battez-vous. Oui. Non, mais Battez-vous vous avez raison. pour garder ces bien entendu, producteurs. on est assez fiers Parce de que ça. nous, on a encore dans les marchés. Moi, j'habite à côté de Paris. Et à part de la grande surface, et même quand je vais au marché, ben, je ne trouve pas le petit producteur. Mais vous les avez. Nous, chez nous, on descend en bas de chez nous, dans notre petit quartier. On n'est pas obligé d'aller je ne sais pas où. On a des petits quartiers et on a encore le producteur qui fait « Toi, tu fais quoi? Que du chou. Toi, tu fais quoi? Que de la tomate. Toi, tu fais quoi? Ben moi, je vais du jambon et du saucisson. » Ça, c'est la cuisine. Ça. Alors, les Français, la France, battez-vous pour reconnaître les producteurs, pour les porter et justement les défendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une globalisation de la nourriture qui n'est plus possible. Non, je pense qu'on est assez conscient de ce qu'on a et très proche des productions et très sensible à ce qui se fait de mieux dans les productions fermières, agricoles, etc. Non, là, ce que je voulais évoquer, moi, c'est le sauvage. C'est le sauvage que vous semblez travailler tous les jours dans la région où vous vous trouvez, où vous trouve le restaurant, et que je n'ai pas, moi, que je n'ai plus, ou que si j'ai, il est formellement interdit d'y toucher. C'est ça, c'est la législation qui est différente. Voilà, et on n'y touche pas. Oui. On ne peut pas le cuisiner, on ne peut pas le proposer comme un produit local. Être locavore dans mon département, là où j'habite, c'est-à-dire entre Beaujolais, Bourbonnais et Auvergne, on ne touche pas à tous ces produits de la nature, ils sont protégés. Voilà. Oui. Très bien. Daniel, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ben, on va terminer cette rencontre sur ça. Et je trouvais que c'était intéressant ce que disait aussi Luana. C'était effectivement que nous, déjà, en tant que consommateurs, c'est à nous de préserver les petits artisans, les petits maraîchers, les petits producteurs. Kilomètre zéro. Exactement. Merci à tous. Merci Laura. Merci Michel Troisgros. Merci Luana. Merci Daniel. Je rappelle les livres. La colline du Colombier, Marie-Pierre et Michel Troisgros aux éditions du Rouergue. Michel Troisgros et l'Italie aux éditions du Glénat. C'est des super livres. Tous, c'est des super livres. Luana Belmondo, à table avec Luana. Et Je viens cuisiner chez vous. On peut s'inscrire? Allez. Donc aux éditions du Cherche-Midi pour les deux. Le très très beau livre de Laura Zavan aux éditions Marabout, Venise, les recettes cultes. Mais Laura, elle en a plusieurs. Elle a ma Little Italy et la pâtisserie à l'italienne. Ça, c'est le dernier, la pâtisserie à l'italienne. Ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'en termes de pâtisserie,
Enfin, moi, j'imagine pas l'Italie comme un vrai pays de pâtisserie. Plutôt des pâtisseries maison que de la vraie pâtisserie. Mais il y en a. Voilà, donc c'est à découvrir. Oui, mais c'est des pâtisseries maison. Oui, oui. Pâtisserie C'est de la maison, pâtisserie maison. Oui, oui, oui. D'accord. Et je finis par présenter les livres de Daniel Persegani, A tavola in 60 minuti, donc à table en 60 minutes. Il pranzo della domenica, le repas du dimanche. Et l'occasion fait le chef. Ça veut dire quoi, l'occasion fait le chef? Un mariage. D'accord. Les moments de la vie, quoi. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à vous tous.